Chacun est un soleil et il a son soleil. Vous êtes un soleil. Bienvenue dans le nouveau paradigme, bienvenue dans l'ère du Verseau. Pour avoir cette humanité, je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, un épisode entretien aujourd'hui avec Fanchon Pradalier-Roy sur le passionnant sujet de l'amour. Amour, amour, n'est pas bien ça. Mais avant ça, un tout petit peu d'actualité astro dans ces temps troublés. Je vous annonce tout d'abord la parution d'un nouvel article sur l'ère du temps astrologique et notamment les énergies de mars 2022. Article qui a été fait par Marilène Serra et qui vous aidera à décoder ce qui se joue sur le prochain cycle de lunaison. Donc pour cela, rendez-vous sur le site. Et sachez aussi que nous sommes en train de préparer, avec une astrologie pour l'ère du Verseau, de nouveaux modules de perfectionnement en astrologie qui iront s'ajouter au programme de formation en ligne, déjà très complet, que vous pouvez toujours trouver sur notre site. Ce sont des modules plutôt pour les initiés, là pour le coup. Vous en aurez plusieurs sur l'amour, justement. Il y aura aussi des modules de perfectionnement sur les archétypes du zodiaque, sur l'interprétation d'un thème, sur les rayons et sur encore beaucoup d'autres choses. Vous verrez, je pense que ça va être très chouette, très riche. En tout cas, nous, ça nous réjouit et ça nous fait bien bosser. Donc, on a hâte de vous proposer les premiers modules qui arriveront certainement courant mars ou avril. Mais revenons maintenant à l'épisode. Afin de préparer cet entretien avec Fanchon, je me suis replongée dans son livre qui s'appelle L'amour au-delà de la rencontre. Et donc avec elle, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette énergie de l'amour. Quelles sont ses différentes facettes. On parlera aussi bien sûr amour et astrologie, en quoi l'astrologie peut nous aider à comprendre l'amour, si tant est que cela soit compréhensible, on s'entend. Et puis on verra comment et pourquoi l'amour nous arrive, nous anime, nous tombe dessus. Voilà, en tout cas, j'avais très hâte de vous proposer cet épisode, donc je suis ravie. Et pour se mettre dans l'ambiance et accueillir Fanchon, une petite citation de Pierre Teilhard de Chardin qui figure à la préface du livre et qui nous dit « L'amour est la plus universelle, la plus formidable et la plus mystérieuse des énergies cosmiques. » Bonjour Fanchon. Bonjour Faustine. Vaste sujet auquel on s'attaque. Hein. Oui. Alors du coup, je te remercie grandement de me rejoindre pour cet épisode qui, je suis sûre, va beaucoup contribuer. Hein. L'amour, c'est quand même une énergie qui n'est pas si simple à définir, mais qui nous habite tous. Donc bon, dans le milieu astrologique, on ne te présente plus, mais pour les auditeurs, auditrices qui ne connaîtraient pas le milieu des astrologues, est-ce que je peux te laisser te présenter brièvement ? Ah, oui, ça peut être intéressant à savoir qu'effectivement, je suis astrologue, mais pas que. C'est-à-dire, bon, voilà, il y a tout un long cheminement. Et en fait, ce livre sur l'amour, pourquoi j'ai travaillé sur l'amour et pourquoi j'ai voulu faire un livre? J'ai écrit des livres d'astrologie et puis, après avoir écrit pas mal de livres d'astrologie, enseigné l'astrologie, fait des cours, etc., j'ai eu besoin de réfléchir à l'amour. C'est-à-dire, j'ai eu besoin puisque l'astrologie marche, c'est qu'il y a quelque chose d'encore plus grand qui est derrière. Il y a une loi qui est plus grande, qui est derrière, qui nous régit tous, qui nous anime tous. Et cette loi, j'ai senti, intuité que ce qui me guidait dans ma vie, c'était l'amour également. Et j'ai senti que ça guidait tout le monde, qu'on le ressentait plus ou moins bien. Et donc, j'ai eu envie d'aller travailler sur cette question. Et par rapport à questionnement par rapport à ma propre vie, puisque tous les grands changements que j'ai eu à faire dans ma vie, c'est des bifurcations, c'est vraiment viennent tout le temps comme ça, par des révélations de quelque chose d'autre qui m'anime. Et tout le temps, derrière, c'est de l'amour, en fait. Même si ça paraît difficile au premier instance, c'est l'amour qui nous pousse tout le temps et qui vient, qui nous nourrit.
Donc, c'est-à-dire que j'ai fait ce travail de recherche sur l'amour, non pas pour mentalement, mais pour essayer de comprendre pourquoi ça guide tout être. Et je me suis rendu compte, si tu veux, qu'il y a même un enfant qui tape son petit copain, c'est l'amour qui parle, quoi. Il le tape parce qu'il ne sait pas le lui dire autrement, quoi. Il lui tape dessus parce que l'autre ne l'entend pas, ou parce que... Et donc, tout est langage d'amour, quoi, en fait. Suivant les niveaux de conscience de chaque être, l'amour, il parle différemment, quoi. Et même au âge, si je parlais d'un enfant, un enfant, il pleure pour être entendu. Mais c'est une demande d'amour. Et puis ensuite, il tape, il mord s'il n'est pas entendu. Et puis ensuite, même y compris, je veux dire, si on va dans les extrêmes ensuite pour les adultes qui se laissent aller à taper, à frapper, c'est une recherche d'amour tout le temps. Donc, je pense que l'amour traverse tout et qu'au plus bas niveau, c'est... On se tape dessus, et au plus haut niveau, on est dans l'extase, quoi, je dirais, voilà, dans la compréhension 100%. Mais dès qu'il y a une once d'incompréhension, il y a comme si l'amour cherchait vraiment à se tisser, à trouver son autre moitié qui le complète d'une certaine manière, et tant qu'il n'a pas trouvé, il utilise toutes les manières pour y arriver. En fait, c'est ça je dirais que c'est la loi d'évolution. Ouais, c'est très intéressant et c'est rigolo parce qu'en t'écoutant, me revient cette expression qu'avait Marshall Rosenberg, qui est le fondateur de la communication non violente, et où il parle beaucoup à partir des besoins, en faisant la différence avec les ressentis, etc. Et évidemment, l'amour fait partie des besoins. Et lui, il disait la violence, donc pour reprendre l'image de l'enfant qui tape pour aller chercher l'amour, la violence ou les jugements n'est que l'expression d'un besoin qui n'est pas rejoint, en fait. Oui, parce qu'au niveau physique, on est au niveau des besoins, au niveau psychologique, on est au niveau des désirs. Ça, c'est de l'amour aussi. Et au niveau spirituel, on est au niveau des aspirations, en fait. Oui. Donc, il y a plusieurs niveaux d'expression de l'amour suivant. Mais c'est un besoin, le bébé qui pleure, je sais pas, on le ressent tous, quand on entend un bébé pleurer, on entend bien, il y a une demande extraordinaire. Et même s'il a soif et s'il est en train de crever de faim, du moment qu'on le prend dans les bras, il commence à se calmer, quoi. Complètement. Écoute, on va aller explorer toutes ces facettes que tu nous proposes là. Juste avant, je te propose d'écouter un tout petit montage que j'ai réalisé donc avant cet entretien, où j'ai été demander à différentes personnes leur définition de l'amour. Donc, soit par une petite phrase, soit par un mot-clé. Donc, je voudrais te passer ça, si tu es d'accord, et puis évidemment avoir ton ressenti après, juste derrière. Alors. De la confiance, de l'aventure et de la joie. C'est vibrer, avoir un peu des sensibilités similaires sur pas mal de choses pour s'y retrouver. C'est un lien inconditionnel, mais qui prend des formes qui peuvent être différentes. L'empathie, la sympathie, elle est plein de degrés différents. Sentir battre son cœur, sentir son pouls qui résonne. Ce qui sous-tend toute énergie et ce vers quoi on tend tout le temps et à mon avis pour toujours en fait. Alors, une énergie qu'on partage. Être en lien. Constance. Mais Erasmus, c'est confiance, voilà. Partager. Ne pas porter l'autre, mais s'accompagner. Ouais, être compagnon, quoi. 1 + 1 = 3. Initiative. Lâcher prise. Complicité. Développement. Ouais. Harmonie. Transcendance. Ouais. Passion. Oui, passion. Bienveillance et empathie. Voilà. Compréhension. Écoute. Communication. Liberté. Co-création. Équilibre. Ouais. Totalement. Y croire. Un corps et pour toujours. Forever. Et puis les papillons dans le ventre quand même. Caresse, sensualité, sexualité, joie. C'est vraiment ce truc-là qu'on ne sait pas définir, qu'on cherche
qu'on trouve parfois, mais qu'en fait, qui est indéfinissable, qui est partout et qui est nulle part. Bah, c'est un des moteurs de la vie, quoi, d'une manière générale. C'est ce qui nous meut tous, plus ou moins. Ça fluidifie tellement de choses, ça résout tellement de choses. Et puis ça nous fait vivre, quoi. C'est ce qui nous anime au quotidien, quoi. On le cherche tous un peu partout, quoi. Dans le travail, même dans les choses les plus désagréables, on essaie de les sublimer un peu avec ça. Ah ah. Eh bien, Eh ben, ils ont joué le jeu, hein. oui, c'est très bien. Et tu pourrais comme ça continuer à interviewer des gens différents et on pourrait faire en continu des définitions de l'amour parce que, en fait, c'est tout ça et bien d'autres choses encore qui ne sont pas encore dites. Et c'est tout ce qui n'a pas encore été dit et qui est encore à dire, tout ce qui n'est pas encore complété, exprimé. Donc, c'est magnifique. Donc, c'est vraiment tout ça, en fait, l'amour. C'est pour ça que c'est extraordinaire, parce que c'est l'énergie qui est derrière toute chose animée d'une certaine manière, dans notre monde, en fait. Donc, c'est beau, tous ces témoignages-là. Mais j'ai plus rien à dire, moi, après ça. Ah, si, je suis sûre qu'on va trouver, mais c'est vrai que c'est toujours touchant, émouvant, quel que soit le niveau sur lequel ça se place, forcément que ça nous parle à tous, quoi. C'est automatique. Oui. Mais tu vois, tu remarques comme chaque fois, les gens mettent très haut la corde. Ah ouais, c'est vraiment ça. Même moi, je dis c'est derrière toute chose. Mais en même temps, c'est dans les toutes petites choses, dans les banales choses, quoi. Peut-être qu'une fleur qui pousse, elle nous dit son amour, en fait. C'est son amour à elle et nous le recevons quand nous aimons les fleurs, nous recevons ce message d'amour et d'ailleurs en offrant des fleurs on transmet un message d'amour en fait et donc mais d'emblée on va chercher très haut. Alors c'est pour ça ensuite que dans les relations on est toujours insatisfait parce que comme on met la barre très haut et je pense qu'on parlait tout à l'heure de violence. Et comme l'amour qui n'est pas compris, qui ne se comprend pas, qui n'arrive pas à se compléter, il peut tomber dans des violences. Et je pense que toutes les problématiques de violence dans les couples, voire y compris de féminicide, c'est des problèmes de relation. Oui. Ouais. C'est pour ça, et les questions d'emprise, c'est de quelle emprise, à quoi, c'est l'emprise de quoi? C'est l'amour qu'on n'arrive pas à exprimer, quoi. Et on ne comprend pas des fois les femmes qui n'arrivent pas à quitter leur compagnon violent, parce qu'en général, c'est dans ce sens-là, mais elles disent qu'elles l'aiment, mais oui. Et c'est pour ça que l'emprise, c'est de l'amour qui n'est pas au même niveau. Il y a des gens qui ont de l'emprise sur nous. C'est des gens qui nous aiment à leur manière égoïste, mais ils nous aiment, mais à leur manière égoïste. C'est ça. Bah, écoute, ça fait bien le lien avec ce que j'avais envie d'aborder avec toi. Il y a une des notions phares que tu abordes dans ton livre où tu définis un petit peu l'amour comme un contrat de vie et tu le vois, je cite, comme un agent de la pédagogie de la vie. Alors, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu entends par là, un agent de la pédagogie, c'est-à-dire un agent de pédagogie, c'est-à-dire que l'amour, c'est une énergie, hein, on l'a dit, c'est une énergie et c'est une énergie qui, je prétends que c'est une énergie d'évolution et c'est une énergie qui nous guide. Et c'est-à-dire, on le ressent souvent par un manque et on ressent ce qui nous manque, et donc en ressentant ce qui nous manque, on ressent ce vers quoi on a envie d'aller. Donc, c'est une pédagogie de vie au sens où ça nous oblige à évoluer parce que si, alors en général, on le cherche autour de nous et on voudrait que les autres nous le procurent, mais c'est d'abord à nous le procurer. Et donc, oui, c'est pédagogique au sens, l'amour nous oblige toujours à évoluer. Mais parce que, en fait, c'est très curieux. Quand on dit, depuis qu'on parle, on dit qu'on aime ceci ou qu'on n'aime pas cela. J'aime pas. On avance par forme binaire.
j'aime pas, ça j'aime pas. Et l'enfant, il se construit comme ça par forme binaire. Ce qu'il aime pas, et il se définit comme ça. Mais en fait, plus tard, quand on est des adultes, l'amour, en général, l'être qui vient vers nous, c'est pas forcément l'être la personne qu'on aurait définie. Comment dirais-je, c'est jamais, d'emblée, il ne nous convient pas forcément. Mais pourquoi il y a de l'amour? On ne sait pas pourquoi. Et oui. C'est en ce sens que c'est pédagogique, c'est que quand l'amour tombe entre deux personnes, il tombe là comme un coup de foudre, hein, comme l'orage, hein, c'est une énergie qui nous tombe dessus. Mais quand il nous tombe dessus, c'est que la vie nous envoie cela, comme on voyait autrefois dans les images, des petits amours qui se baladaient avec des flèches, des anges qui envoyaient des flèches aux gens, hein, tu sais. Ouais. Et en fait, c'est comme tout d'un coup, il y a des flèches, on reçoit des flèches. Et la vie, c'est que si ces deux êtres se réunissent, et s'ils s'aiment, donc l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre va les obliger chacun à devenir meilleurs, à se dépasser, à évoluer. Donc c'est en cela que c'est un agent d'évolution et de pédagogie de la vie, en fait. Donc en fait, quand on aime quelqu'un, c'est notre maître. Mais pas l'être lui-même, mais l'amour est notre maître. Nous, on pense que c'est la personne qui est notre maître, la personne qu'on aime. Non, elle est notre... C'est une stratégie pour vivre l'amour, en un sens, quoi. Mais l'amour, c'est un tiers dans la relation. C'est intéressant ce que tu as évoqué tout à l'heure avec cette idée de, je ne sais plus comment tu l'as formulé, mais de se dire qu'en fin de compte, quand il nous manque quelque chose, c'est ça nous permet de conscientiser ce à quoi on aspire. Je trouve ça intéressant de le voir comme ça parce que j'ai l'impression de voir dans différents milieux spirituels notamment que très vite, on associe le manque et le besoin à quelque chose de malsain dans l'amour, en fait. On dit, ben non, quand tu aimes, il ne faudrait pas être dans le manque, pas être dans le besoin, etc. Mais c'est intéressant de repointer que dans notre construction, il y a un moment, on a besoin de manquer de quelque chose pour savoir l'opposer, quoi. C'est parce que, par exemple, dans une relation, une femme aura tendance à dire oui, je l'aime, mais ce qui me manque, c'est qu'on ne peut pas parler entre nous. C'est qu'il ne parle pas. Moi, j'ai envie de parler, lui, il ne parle pas. C'est très fréquent, ça. Hein. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce manque? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être qui ressent ce manque, c'est que lui a besoin de parler, de passer par la parole, d'exprimer. Et donc, le manque lui fait se rendre compte qu'il aurait besoin de cela. Et donc, ça l'oblige soit à dépasser ce manque d'une autre manière, en écrivant, en se parlant à lui-même, soit en incitant l'autre, en essayant de l'amener avec amour à échanger, etc. Donc, tout manque et nous donne le négatif de quelque chose vers quoi on aspire. Ouais, intéressant. C'est intéressant de repolariser les choses comme ça parce que on arrête de tomber dans c'est bien, c'est pas bien, quoi. C'est-à-dire on vit dans un monde, justement pour écrire ce livre sur l'amour et pour travailler sur l'amour, j'ai été obligée d'aller travailler qu'est-ce que c'est que la vie. Si on ne comprend pas ce que c'est que la vie, et j'ai travaillé sur qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que l'amour et qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Passionnant. Et donc, on est obligé la vie, c'est la vie sur Terre, la vie des êtres humains, c'est une vie polarisée. Pour le moment, on est polarisé, c'est-à-dire il y a toujours un plus et un moins. On est toujours sur des échelles de valeurs. Et donc, la dynamique évolutive, elle nous vient par cette polarité qu'on a en nous. Et l'amour nous fait jouer cette polarité sur l'horizontale. C'est une polarité sur la verticale, mais quand on aime quelqu'un, ça nous oblige à la jouer sur l'horizontale. En plus, tu vois la métaphore, c'est intéressant. Très joli, j'aime beaucoup. De la passant de la verticale à l'horizontale. J'adore. Alors, juste une petite précision ici, au-delà de cette métaphore de passer à l'horizontale, pour mieux comprendre les symboliques de ce que sont en astrologie une verticale et une horizontale, sachez quand même que la verticale, la verticale de la croix, c'est une polarité donc entre le ciel et la terre, c'est la descente et la remontée de l'esprit.
Et l'horizontale symbolise la manifestation dans le plan matière. Donc, quand Fanchon exprime de passer de cette verticale à l'horizontale, c'est de passer d'un amour qui nous descend du ciel, qui remonte de la terre, de venir la manifester dans les champs d'expérience de l'incarnation. Alors, il y a une autre citation que tu as mise dans ton livre que j'aime beaucoup, qui est d'Alice Bailey. Elle dit « L'amour n'est ni un sentiment, ni une émotion. Ça n'est pas non plus un désir ou un motif égoïste d'agir avec rectitude dans la vie journalière. L'amour est la force supérieure qui guide le monde et conduit à l'intégration, à l'unité, à l'inclusivité, lesquelles poussent la déité elle-même à l'action. » Waouh. Bon, alors ça, chapeau, merci Alice Bailey, ça c'est la déité. C'est-à-dire que quand on aura compris cela, vraiment on aura semé on aura évolué de telle sorte qu'on sera connecté à la déité, c'est-à-dire qu'on saura vivre sur terre complètement d'amour, quoi. Quand les hommes vivront d'amour, hein, on connaît cette chanson. Il n'y aura plus de... Voilà, mais cette définition est fabuleuse. Alice Bailey, là, elle a dit l'essentiel, mais c'est un cadre de compréhension que nous pouvons mettre devant nous, mais qui est à l'œuvre dans toute la vie, dans tout ce qu'on vit. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on vit, c'est à l'œuvre. Et alors nous, les humains, on le vit beaucoup entre êtres humains dans les relations d'amour, quoi. C'est là que cette citation est vraiment intéressante, je trouve, parce que elle dit c'est ni un sentiment ni une émotion. Donc finalement, on pourrait se poser la question de si c'est pas une émotion et que l'amour ce serait plutôt une loi de la vie. Est-ce que c'est quand même quelque chose qu'on ressent? Est-ce que c'est quelque chose qui est? Parce que comme tu le disais tout à l'heure, on est beaucoup dans j'aime, j'aime pas, je sens l'amour, je ne sens plus l'amour, j'inclus, je n'inclus plus. Mais du coup, ça c'est valable que si l'amour c'est quelque chose qui se ressent. Donc, quid? Ah oui, mais si on le voit sur un axe vertical, hein, l'amour, c'est comme un coup de foudre, c'est comme un éclair qui tombe sur terre, d'accord? C'est une lumière divine qui descend sur terre et qui nous touche, voilà. Et alors, de toute façon, il ébranle tous nos corps de manifestation comme l'orage qui nous tombe dessus. Donc, aussitôt, mais on confond la cause avec l'effet quand on dit que c'est une émotion. C'est-à-dire que l'amour est vraiment cet éclair qui descend d'une énergie. Alors on dit qui descend d'en haut, hein, de toute façon, et donc en fait il ébranle tout. Donc il ébranle nos émotions, il ébranle notre cœur, il ébranle tout notre système de représentation et il nous réveille. Alors, il nous réveille, il ébranle et il éveille ce qui était endormi, etc. Et par conséquent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, qu'il n'y a pas de sentiments. Il y a plein d'émotions, plein de sentiments, mais il n'est pas un sentiment, il n'est pas une émotion. Il est plus grand que cela. Et il vient pour nous... C'est comme Cendrillon, en fait. C'est comme comment dirais-je, la marraine qui dit à Cendrillon, avec sa baguette magique qui représente un peu l'éclair, et qui lui dit moi, je peux te faire aller rencontrer le prince comme ça d'un moment à l'autre. Et c'est-à-dire que c'est un coup d'amour, quoi. Elle lui dit hop, et hop, elle se trouve face au prince, en fait. Et donc, l'amour, c'est ça. Mais l'amour, c'est une intention qui nous guide. C'est l'intention de notre monde qui nous guide pour devenir meilleur, plus grand, plus aimant et pour aller vers toujours mieux. Pas plus, mais aller vers toujours mieux. Donc, ça nous fait évoluer. Mais tu vois la différence, c'est pas... Alors oui, bien sûr que c'est plein de sentiments, mais on est bourré de sentiments. Et quand on est amoureux, mais on est complètement agité de partout. C'est-à-dire, on a faim, on a soif, on ne mange plus, ça dépend des fois. Et on est donc complètement ébranlé. C'est très intéressant et je pense que c'est une belle nuance à faire parce que dans certains défis relationnels ou autres, des fois on peut être là dans ce mode de bah oui mais là je ressens plus l'amour, mais c'est pas parce que tu ne le ressens plus qu'il n'est plus là. Enfin,
C'est intéressant. Alors, par contre, quand même, je pense qu'il faut être. On n'est que des humains, hein, alors on n'est pas des surhommes et des surfemmes pour le moment. Et je pense que des fois, l'amour est parti. Des fois, il est parti. Ça fait partie. Et c'est vrai que des fois, quand on ressent plus, et il faut s'interroger, quand on ressent plus quelque chose, quand on ressent plus une dynamique à l'œuvre, quand l'amour est parti, je dirais, c'est-à-dire que c'est pas qu'on n'aime plus la personne, c'est que l'expérience d'amour avec lui est terminée. Parce que la personne, on l'a aimée une fois, on l'aimera toujours. Mais l'expérience est terminée avec. Mais ça, c'est très difficile à faire comprendre parce que aller dire à un mari violent qu'on l'aime toujours mais qu'on ne veut plus vivre avec lui, c'est là qu'il vous tape dessus, quoi. Et oui. Et donc, c'est extrêmement compliqué à savoir, mais c'est une indication. Donc, c'est pas, on ne sent plus quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous fait aller de l'avant, qui nous fait bouger. On sent que c'est mort. Quand l'amour est parti, il y a quelque chose qui est mort. Et quand on continue à vivre avec quelqu'un qu'on n'aime plus, c'est comme si on vivait avec un mort. Ouais. Et c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. C'est pas de la nôtre. Mais c'est ça qu'il faudrait, si vous voulez, qu'il manque une éducation à l'amour, parce que si on avait cette éducation-là, mais est-ce qu'on est capable de le comprendre? Mais on serait quand même beaucoup plus à l'écoute les uns des autres, en fait. Parce qu'on ne peut pas aimer tout le monde. Hein. On ne peut pas aimer tout le monde. Non. Non, puis qu'il y ait une éducation comme ça à l'amour, ça pourrait être très beau parce que peut-être qu'on pourrait commencer le début de l'éducation à apprendre à s'aimer nous-mêmes, quoi. Une des premières clés, c'est-à-dire que l'amour, des fois, va et vient dans la relation, mais finalement, s'il y en a un qui est peut-être immuable, ça peut être celui qu'on porte à la vie en nous, pourquoi pas? Mais de toute façon, ce fil de vie, il y a le fil de vie, il y a le fil d'amour en nous, hein, et il nous sous-tend tout le temps, mais on tisse autour, mais c'est ça qui nous fait. Quand on dit je n'aime plus cela, eh ben, ça nous fait plus vibrer. Il faut arrêter quand on aime. C'est pour ça que quand un enfant n'aime pas faire quelque chose, je veux dire, dans l'éducation, pour apprendre, il faut aimer ce qu'on fait. Si on n'aime pas, on n'apprend rien, c'est mort. Donc l'amour est une indication de vie. Voilà, un indicateur de vie. S'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de vie. Par contre, on ne peut pas aimer tout le monde. Non. Mais il faut apprendre à tolérer. Ça fait bien la jonction avec une question qui me venait aussi et qui touche à l'inclusivité. Alors pareil, il y a pas mal de milieux spirituels, de développement personnel, etc., qui maintenant placent l'inclusivité presque comme une valeur quasi absolue. Mais je pense que des fois, ça peut aussi porter à confusion de se dire « il faut que je garde toujours le cœur ouvert, etc. » Mais est-ce que toi, tu vois ça comme un absolu de l'amour ou est-ce que finalement, attention, parce que si j'inclus tout, est-ce que ça veut dire que je laisse tout rentrer? Tu vois, c'est bon. Je pense que c'est du gloubi-goulba spirituel. Parce que inclure, c'est le maître mot maintenant. Incluons. Et on ne peut pas tout aimer, tout recevoir, tout prendre, mais prenons ce qu'on a à prendre. Mais l'inclusivité, c'est sans doute, oui, c'est ce qui. L'amour est une force d'inclusivité. Donc, tôt ou tard, on est amené à aimer tout le monde. Oui. Mais prenons notre temps, quoi. C'est ça. Oui, il y a une différence de plan très haut ou relatif, quoi. Dans le plan relatif, on peut pas. Alors déjà, on peut ne pas inclure tout le monde. Par contre, il ne faut pas exclure. Si tu veux, ta question est intéressante parce que on ne va pas pouvoir tout inclure. Quand les gens te disent incluons. Non, il faut leur répondre, mais de commencer par ne pas exclure. Bonne suggestion. Voilà. Parce qu'en fait, on ne peut exclure, il ne faut pas exclure, mais on ne peut pas tout inclure. Voilà. Donc, la subtilité, c'est subtil. Dans ton livre, tu expliques très bien aussi la manière dont, j'adorerais en parler, mais il nous faudrait 4 heures de podcast, la manière dont l'amour se construit par nos conditionnements familiaux, par les figures de la Lune et de Saturne, notamment les conditionnements sociaux et tout. Et je me dis qu'il y a peut-être aussi un conditionnement qui joue au niveau de la linguistique, de la langue, parce qu'en français, on n'a qu'un seul mot pour parler de l'amour. Donc, on ne peut pas dire que ça nous aide à cerner de quoi on parle, en fait.
En grec, il y a beaucoup plus de vocabulaire. Déjà, en anglais, il y a like et love. Donc, en anglais, les likes qu'on fait sur Facebook, qui sont absolument, qui m'horripilent en fait. Mais parce que bon, like, c'est facile hein, de liker. Mais est-ce qu'on peut lover quoi? Oui, mais donc, en français, on n'a que ce mot. Moi, ça ne me gêne pas parce que amour vient de âme. Et de toute façon, ça inclut tout en fait. Et donc, le love anglais inclut le like. Donc, on ne devrait même pas être énervé par le like comme je le suis. C'est bien que des gens like. Le problème, c'est qu'ils like, mais ensuite, ils excluent ce qu'ils ne like pas. Donc, il ne suffit pas de liker, il faut aussi ne pas exclure le reste, ne pas s'isoler. Alors oui, les Grecs, ils avaient plusieurs noms, hein, selon les niveaux, selon s'il s'agissait de l'amitié, selon s'il s'agissait d'aimer le monde entier, selon s'il s'agissait, ils avaient le mot porneia pour la passion dévorante, et que nous, c'est devenu pornographie, c'est l'amour qui reste au niveau physique en fait, hein. Mais pourquoi pas, ça existe, et etc. Donc, il y a différentes strates. Oui, nous, on n'a pas les strates, mais dans mon livre, j'en parle de ces différentes strates. Et c'est vrai que les Grecs les avaient complètement repérées, ce qui veut dire qu'il y avait une grande subtilité dans l'étude de leur part de compréhension du fonctionnement humain, que je pense qu'on n'a pas complètement intégré ni utilisé, même dans notre psychologie moderne. Parce que la psychologie ne parle pas d'amour, quoi, c'est qui est dingue d'une certaine manière. Puisque la psychologie, c'est la science de l'âme et elle ne parle pas d'amour. Elle tourne autour. Ce qui me venait, moi, c'était de me dire, c'est marrant parce que ce manque de vocabulaire en français, finalement, est-ce que ça ne nous donne pas aussi, est-ce que ce n'est pas un agent des possibles distorsions qu'on peut avoir par rapport à l'amour, si on ne sait pas de quoi on parle? Non, ce n'est pas la langue qui est un agent, c'est parce qu'on ne l'a pas créé, parce que sinon on l'aurait créé si on en avait eu besoin. Les Grecs, ils avaient cette culture, cette finesse dans la culture, mais ils avaient quand même des esclaves. Bon, alors on peut être très fin dans la culture et bien différencier, mais comment ils exprimaient en grec l'amour de l'esclave, en fait. Donc, je veux dire, chaque civilisation a ses mots M-A-U-X et mots M-O-T-S. Moi, ça ne me gêne pas qu'on ait que amour en français, ça me plaît assez, je trouve. Mais par contre, on pourrait apprendre à les distinguer parce que par exemple, apprendre un enfant à parler de ses besoins et à exprimer ses besoins, ça c'est de l'amour. Écouter un enfant exprimer ses besoins, c'est complètement important. Donc, il faudrait qu'on le comprenne. On peut l'exprimer en psychologie sans en avoir le mot exact pour le dire. Mais alors, il faut peut-être les créer. On peut les traduire du grec. Oui, parce que dans l'ordre, il y a porneia, c'est l'amour-passion, et puis il y a pathos, qui est l'amour-besoin, et ce qui est devenu pathologie. Donc, c'est vrai qu'on pourrait... mais pourquoi la psychologie moderne ne s'en est pas emparée et pourquoi on ne l'apprend pas à l'université, par exemple? Pourquoi il y a tant de jeunes maintenant qui se découragent dans les universités en psychologie? Parce qu'on tourne autour de certaines choses sans vraiment en parler. Et alors, qu'est-ce qui est la cause? Si on n'a pas trouvé les mots pour le dire, c'est qu'on ne l'a pas encore bien su l'exprimer. Oui, ou intégré, ouais, très juste. Et alors, l'autre mot qu'on trouve parfois pour parler de l'amour, ce qui, bon, dans mon vocabulaire, n'est pas tout à fait la même chose, mais on l'entend beaucoup et on l'a entendu tout à l'heure dans le montage, on dit amour et très souvent, il y a passion qui vient se coller pas trop loin. Mais la passion, la psychologie nous dit parfois que c'est presque un amour adolescent. La passion, c'est le moment où on se découvre, où l'amour, par exemple, on découvre le piano et on a la passion du piano et ça nous dévore. C'est pathos, hein, c'est presque pathologique. Mais à un moment donné, cette passion se calme parce qu'il y a le temps, il faut prendre le temps, etc. Donc, il faut transformer la passion en amour, en fait. Oui, c'est pas la même chose. La passion, c'est encore une affaire c'est presque de l'ordre d'un besoin, de quelque chose dont on ne peut pas se passer. Or, dans l'amour, on peut aimer quelqu'un même dans l'absence, ou quelque chose même dans l'absence. C'est subtil, hein? Et alors, une autre question, parce que là, on a parlé de l'amour en soi, de l'amour dans la relation, et au niveau collectif.
Selon toi, on en est où au niveau de l'amour? Parce qu'on parle beaucoup de nouveaux paradigmes, on sait qu'on est dans la fin de l'ère des poissons pour entrer dans l'ère du Verseau. En fait, ce que j'ai compris dans le travail que j'ai fait là-dessus, c'est que chacun de nous, on est comme un enfant qui grandit, qui devient adulte et qui maîtrise ses besoins, qui s'occupe lui-même, qui devient autonome et qui s'occupe de faire ce qui lui fait plaisir et ce qu'il aime, etc. Mais on éduque, l'amour nous sert à nous éduquer et à grandir. Et au niveau collectif, je veux dire, il est question d'une certaine manière que de plus en plus d'êtres arrivent à un niveau de conscience d'âme, donc soit aiment vraiment leur prochain comme eux-mêmes en fait. Hein. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, ça a déjà été dit il y a longtemps. Et donc, il y a collectivement, on est amené à s'aimer tous les uns les autres, du moment qu'on est des êtres humains. Collectivement, c'est la tension vers laquelle on est amené. Et c'est le but de l'ère du Verseau, c'est d'amener les êtres humains à vivre avec l'amour, c'est-à-dire en s'aimant les uns les autres, en ne s'excluant pas, en ne faisant pas des catégories et d'autres qu'on exclut, mais en s'aimant les uns les autres, sans, comment dirais-je, de façon simple, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'aimer les autres, c'est ne pas leur faire ce qu'on n'aurait pas envie qu'ils nous fassent, d'une certaine manière, premièrement, et ensuite leur faire ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent. C'est ça, aimer les autres. D'abord, ne pas leur faire ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse et leur faire ce qu'on aurait envie qu'ils nous fassent. Donc, il faut beaucoup d'évolution chez les êtres humains. Et donc, en principe, là, je pense qu'il y a une partie des gens qui sont arrivés à une conscience d'amour, qui sont capables d'avoir cette conscience-là. Mais normalement, à la fin de l'ère du Verseau, dans 2000 et quelques années, 2160 ans, on sera arrivé à une conscience d'amour les uns pour les autres et on ne sera pas uniquement dans la raison, c'est-à-dire la raison sépare et l'amour unit, en fait. C'est pour ça que tout le monde parle d'inclusion. C'est une espèce d'aspiration à s'inclure. Et la plupart du temps, on remarquera qu'ils s'excluent beaucoup en parlant d'inclusion. Ils se prennent à part. Et donc, il n'y a personne qui est à part, en fait. Voilà. Donc, le but, en fait, Alice Bailey disait qu'on aurait à passer, pour passer de l'ère des poissons à l'ère du Verseau, on avait à passer une crise d'amour, en fait. C'est-à-dire, c'est passer de la raison à l'amour. Et en fait, dans le travail qu'on a fait justement ensemble, toi et moi, sur le livre, là, dans quel moment on est au niveau cyclique, hein, on est dans ce passage de la raison à l'amour, en fait. La raison, c'était le précédent cycle. Et là, mais c'est très long. C'est long. Très long. Il faut... Et ça passe par c'est politique aussi, hein, parce que c'est nos systèmes politiques qui peuvent nous obliger, tant qu'on n'est pas capable, au moins de ne pas nuire aux autres. Et ensuite, de nous inciter par l'éducation à inclure les autres, à ne pas les exclure. Et donc, en cela, on a un gros travail collectif à faire qui est vraiment politique. Oui, ça va jusque dans ces sphères-là. Oui, et l'amour, c'est politique. Hein. Ben, Jésus, il en parlait. Quand il disait « aimez-vous les uns les autres hein, », il nous a donné, quand il a auguré l'ère du poisson, il a commencé l'ère du poisson, mais il a annoncé l'ère du Verseau. Oui. Quand il a dit « aimez-vous les uns les autres », il a donné des valeurs d'amour comme des frères. Aimez-vous, aime ton prochain comme toi-même. Et le prochain, c'est tous les gens qu'on rencontre. Moi, je le dis non pas avec une vision religieuse du christianisme uniquement, mais avec une vision d'une parole d'amour qui a été dite et posée et qui pose un peu l'intention de l'humanité, en fait. Bon, écoute, alors, dernière petite partie quand même. Oui, ce serait chouette qu'on puisse aborder l'amour sous l'œil astrologique, brièvement. Bon, sans rentrer dans trop de détails, mais déjà, à quoi pourrait nous servir l'astrologie
par rapport à l'amour. Alors, tu as évoqué les lois de la vie tout à l'heure, on sait qu'on a les archétypes. À quoi peut servir l'astrologie Tu par penses à rapport quoi? à, et je pensais, et à l'amour de soi, et dans une relation, dans une relation parent-enfant aussi, pourquoi pas? Alors, l'amour, l'astrologie peut nous aider par rapport à soi-même, à nous reconnaître dans nos limites et nos aspirations, donc à nous aimer nous-mêmes tels que nous sommes et pas tels qu'on aimerait être. Alors déjà, elle nous aide à ça, à nous reconnaître tel qu'on est, parce que tout être humain, on a des limites. Dès lors, donc l'astrologie peut nous aider à nous reconnaître dans ce que nous sommes. C'est déjà beaucoup, avec nos besoins, nos aspirations. Donc ça, c'est dans l'amour de nous-mêmes. Ensuite, elle peut nous aider à reconnaître, à nous rendre compte quand est-ce qu'on peut, si par exemple on se sent seul, qu'on aspire à rencontrer quelqu'un. Oui, l'astrologie peut nous donner des indications sur les types de rencontres que nous faisons. Parce que suivant la date de rencontre avec quelqu'un, on peut savoir s'il s'agit d'une rencontre vraiment pour régler des vieilles choses, ou si c'est une rencontre vraiment d'âme, ou si c'est une rencontre assez épisodique pour régler un petit épisode quelconque, ou si ça peut être une rencontre beaucoup plus importante. L'astrologie peut nous permettre de qualifier. La planète de l'amour en astrologie, c'est Uranus. Ah, c'est lui le petit coup de foudre. C'est lui qui... Oui, curieusement, c'est pas Jupiter. Hein. Et non. Non, non. Mais c'est Uranus. Donc, c'est Uranus qui nous Uranus, c'est le grand-père de Jupiter. Donc, l'ascendance y est. Donc, c'est lui qui nous envoie la pluie de giboulées qui nous tombe dessus et qui fait que... Ah oui, Uranus, et de toute façon, c'est le père de l'électricité. Donc, c'est Uranus. Alors, tout le monde pense que c'est Vénus. Vénus nous indiquera là où on aime quelque chose, où sont ce que nous aimons au sens simple de la vie. Mais pour ce qui est de nous amener l'amour de soi et du grand soi, en fait. Et donc, nous mettre en relation avec un être qui va nous aider à grandir rien que par sa présence. Et la plupart du temps, il nous aime plus en nous, comment dirais-je, en nous bouleversant au sens... il nous amène, il nous oblige, l'amour qu'on a pour lui va nous obliger à faire des pas qu'on n'arrive pas à faire tout seul. Oui, ça nous pousse à bouger les lignes, quoi. Oui, oui. C'est intéressant parce que je trouve ça aussi, ça ramène un petit peu cette notion de crise que tu amènes aussi dans ton livre, de ne pas voir non plus la crise comme un état, oh là là, il y a un problème. Mais la crise est un état d'amour. La crise est un état, c'est-à-dire c'est un état d'amour, c'est l'amour qui a mal, c'est l'amour qui ne s'exprime pas et on est en crise. En ce moment, on est dans une crise permanente depuis 20 ans, mais on est dans une crise d'amour. On est tout le temps en train de dire ça ne va pas à cause d'un tel, à cause des autres, à cause des immigrés, à cause de différentes choses qui n'iraient pas. Et là, à partir du moment où on désigne, où on exclut, on est dans une crise d'amour. Ce qu'exprimait Alice Bellet, ce que tu disais tout à l'heure. Oui, et alors elle nous a montré le chemin, mais il est très loin, et il faut passer montagne après montagne. Ouais. Mais il faut inclure le plus possible, c'est pour ça, parce que ce qui est intéressant quand Jésus parlait du prochain, c'est intéressant parce qu'il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire c'est ce qui te passe à côté de toi. Le prochain, c'est celui qui est proche. On ne peut pas aimer tout le monde, mais au moins qu'on aime ceux qui sont dans notre proximité. Oui, puisqu'ils n'y sont sans doute pas par hasard. Ben non, c'est pas par hasard. Quelqu'un qui passe dans notre proximité, eh ben, il nous regarde. Ça nous concerne, ça nous regarde. Oui, il nous regarde et on est obligé de le regarder. C'est pour ça que cette notion de prochain est magnifique. Oui, très belle. Et peut-être ce qui peut être important aussi, c'est de situer les limites que va avoir l'astrologie par rapport à l'amour, parce que ça arrive souvent des consultants qui se disent je vais aller voir un astrologue, il va me dire voilà, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est la mère, le père de mes enfants, etc. Est-ce que tu vois des limites importantes peut-être à positionner?
on a des opportunités qui sont possibles, mais on ne sait pas si, comment ça va se manifester. Et donc, quand il y a des positionnements d'Uranus qui sont opportuns, on peut imaginer, mais ça peut être une révélation et on ne sait pas sous quelle forme va venir la révélation. Est-ce que la révélation va venir par un être, un compagnon, ou est-ce que ça va venir, ça peut être une révélation mystique, ça peut être une révélation tout d'un coup, on se découvre des talents de peintre ou d'écrivain. Et donc, on ne sait pas comment, mais si quelqu'un aspire tellement à rencontrer l'âme sœur, on peut à peu près lui donner des créneaux de possibilités. C'est toujours possible, en fait. Voilà. Oui, mais ça arrivera sous les aspects qui sont bons pour notre évolution, quoi. Oui, mais ça peut arriver à un moment où on n'est pas prêt, ça peut nous tomber dessus. Et je pense qu'à trop vouloir l'attendre, on le fait pas manifester plus vite. Parce qu'on est toujours dans l'attente et par conséquent, on peut comme ne pas le voir venir, quoi. Quand il approche, on ne le voit pas. Oui, et puis l'astrologie ne peut pas non plus se permettre enfin, je crois, l'astrologue ne peut pas non plus se permettre de dire tu as rencontré cette personne-là, non, c'est pas la bonne, ce sera le prochain. Ah non, non, ça on n'en sait rien, je veux dire. Mais par contre, on connaît la nature de la rencontre quand même. Mais c'est la personne qui le sait le mieux, hein. Oui, c'est son corps qui sait. Si on veut suivre l'énergie de vie et ce qu'elle porte comme évolution, il faut toujours suivre ce qu'on aime et sans piétiner ce que les autres aiment, hein, mais on est obligé, c'est un devoir en fait qu'on a dans la vie en fait, de suivre ce qu'on aime et d'aller au bout de cela. Jolie perspective, mais c'est beau de le réentendre. Tu vois, je trouve, parce que on peut tellement, il peut y avoir tellement de perturbations que des fois on en oublie ce fait qui est tout simple en fait. Mais voilà, suis là où est ton cœur en fait. C'est-à-dire qu'il peut arriver qu'on aime quelqu'un. En général, l'amour il est réciproque, hein. C'est parce que, je veux dire, c'est un arc électrique quoi, entre deux personnes, il est réciproque. Mais si tout d'un coup, nous, par exemple, on n'aime plus quelqu'un et qui continue à prétendre qu'il nous aime, il a plus besoin de nous, c'est plus du besoin que de l'amour en fait, hein. Donc, voilà, mais c'est très difficile à faire comprendre, mais en général, l'amour est réciproque. Et s'il ne l'est pas, eh ben, il faut vraiment s'interroger, c'est qu'il y a quelque part, il y a quelqu'un qui se trompe. Et quelquefois, il est vraiment réciproque, mais la personne en face, ça lui donne un tel défi. La plupart du temps, il y en a qui ont peur quand ils aiment vraiment quelqu'un, parce que c'est un défi tellement grand qui va obliger à se dépasser, à sortir de la zone de confort, à devenir autrement. Et c'est un tel défi qu'il y en a qui préfèrent renoncer en disant ben non, on ne se ressemble pas assez, on n'est pas assez semblable. En fait, c'est une illusion de vouloir être semblable, hein. Clairement. Voilà. Complètement. Mais c'est original, je trouve, cette idée que, à la fois, ça me parle, mais cette idée que l'amour est souvent réciproque. Bon, ça détruit toute la littérature du 19e, tout le romantisme qui est basé sur la non-réciprocité en amour. Je caricature un peu, mais voilà, c'est intéressant. Non, mais l'amour, il est forcément réciproque, hein. Simplement, il y en a qui y répondent ou pas. Alors, en général, les femmes ont beaucoup plus de courage pour y répondre. Et elles ont du défi, mais elles ont aussi plus de défis. Alors, au 19e siècle, elles avaient des gros défis. mais donc, les pauvres, tu vois, je veux dire, c'était compliqué. Mais maintenant, une femme qui écoute sa sensibilité, et comme on a dit que l'amour ébranle tous les corps de sensibilité, la femme, elle est plus à l'écoute. Un homme, il se protège un peu plus de ses sentiments. Et puis c'est un joli conditionnement dont ils ont hérité, il faut dire, à leur décharge. Ça dépend de l'éducation, c'est pour ça que normalement l'éducation à l'amour, ça se fait dans l'enfance et dans l'adolescence, c'est que respecter ses propres besoins et que l'enfant et l'adolescent apprennent à respecter leurs propres besoins, leurs propres aspirations, qu'on les respecte, que les autres les piétinent pas, etc. Parce qu'on est libre, en fait, quand on a un défi d'amour, on est libre d'aller parce que ça nous fait rentrer dans la mêlée, l'amour.
C'est ce que je disais dans la métaphore qui n'est pas aussi triviale qu'on peut le penser, de passer de la verticale à l'horizontale. Et c'est comme des lutteurs qui se mettent à lutter et il y a voilà, il faut apprendre à patiner ensemble. Oui, c'est joli. Oui, ça rejoint un petit peu quand Charles Vouga, j'adore cette métaphore, nous disait on est des soleils et puis on est en grappes de soleil qui sont notre famille d'âme. Et c'est intéressant de voir que du coup, l'amour peut, comme ça, en nous tombant dessus, jouer aussi ce trait d'union entre différentes familles d'âme. Parce qu'il y a des fois, on rencontre une personne, on se dit waouh, on est sur le même feeling, on a la même longueur d'onde, c'est magnifique, on est sûrement dans la même famille d'âme. Mais des fois, on rencontre quelqu'un, on se dit non, mais rien à voir. Et pourtant, l'amour est là. Voilà, alors là, on est pour l'amour dans un couple, hein, que ça soit un couple, je veux dire, tous les types de couples, mais il y a aussi l'amitié, c'est de l'amour, hein. L'amitié, c'est de l'amour. Entre enfants et parents, pareil. L'amour entre enfants et parents, c'est un amour responsable de la part des parents, donc c'est un engagement. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on apprend à aimer en étant parent, en fait. Oui, ça ouvre le cœur d'une manière singulière. Oui. Oui, parce que, mais c'est pour ça que souvent on est parent avant d'être, enfin je veux dire, on n'a plus de facilité à créer des familles de parents que des familles avec, c'est très compliqué de faire coexister le couple et les parents. Mais j'ai vu souvent des gens ils se rencontrent, mais il y en a qui ne sont pas au rendez-vous. Il y en a qui ne veulent pas s'engager, ça demande un engagement, voilà, je cherchais le terme, ça demande un engagement. Oui, que souvent on confond avec un manque de liberté, ce qui n'est pas le cas. Ah, oui, parce qu'à partir de ce moment-là, on limite son champ de possible et on décide de le jouer dans le précaré de la relation. C'est ça. Mais bon, c'est un choix libre. Ah oui, mais si on fait ce choix, on peut en rater d'autres. Mais ce qui est complètement idiot, parce que c'est totalement illusoire, parce qu'on ne rate pas d'autres. Et si on ne veut pas aller dans cette relation, on va retrouver le problème dans une autre. Donc, en fait, la vie, comme elle veut nous éduquer, elle va toujours nous envoyer quelqu'un qui va nous poser un problème. Donc il ne faut pas reculer devant le problème. On va se mettre ça sur un post-it tous. Mais vraiment, il y a tellement à faire. Moi, je trouve qu'on devrait apprendre à l'école. On devrait, d'ailleurs, c'est un truc qu'on peut faire par écrit de façon plus, mais faire une sorte d'éducation amoureuse, quoi, d'éducation à l'amour. Mais ton livre répond vraiment bien, c'est pas pour te faire de la pub gratos ou de jeter des fleurs, mais l'amour au-delà de la rencontre, ce livre-là, il répond, je trouve, à ce défi d'éducation de l'amour pour le capter dans la vie, dans l'univers, en nous, comment ça s'installe, etc. Donc, c'est une belle lecture à faire, les amis, si vous avez envie d'approfondir un peu le sujet. En tout cas, je voulais dire que dans l'amitié, c'est de l'amour qui est facile, quoi. Puisqu'on sait que quand on est ami avec des êtres, quand on se sent sur la même longueur d'onde, ça c'est Uranus qui réunit et qui fait des grappes. Et en général, je pense que c'est peut-être des anciens couples dans d'autres vies qui se retrouvent là en amis et qui sont maintenant en paix avec les problématiques et qui peuvent ensemble avancer dans... Mais la fraternité, c'est de l'amour en fait. C'est de l'amour accompli. Oui, c'est une belle nuance parce que du coup, c'est vrai bon, c'est pas toujours vrai, mais globalement, l'amour amitié, il nous pose pas le même problème que l'amour en couple, que l'amour amoureux. Ou que l'amour parent-enfant, qui est très difficile. Ouais. Très difficile des deux côtés, parce que l'enfant n'en a jamais assez et le parent souffre de ne pas savoir bien le donner. Et donc, alors on a cette difficulté dans l'enfance et la parentalité, puis cette difficulté dans le couple. En fait, on apprend. On apprend dans la famille, on apprend dans le couple. Et c'est pour ça qu'on est tellement en souffle quand on est avec des amis, parce qu'on se dit, bon, là, on n'a rien à se prouver, on peut juste... on avance, quoi. On n'est pas mis au défi dans l'amitié. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'en astrologie, je me rappelle quand j'ai commencé, ça me questionnait. Je me disais, tiens, pourquoi il n'y a pas une maison
Donc, une maison, c'est un champ d'expérience dans lequel va expérimenter une planète. Il y a pas une maison pour l'amour. Il y a une maison pour les fondements. Si, il y a une maison pour l'amour, c'est la 5. La maison 5. Mais par contre, le couple, on va le trouver en maison 7 et l'amitié en maison 11. Donc, Oui. c'est quand même dispatché comme ça dans le zodiaque. Hein. Ben, c'est-à-dire, l'amour, il est partout, il est au centre. Je ne sais plus qui dans l'enregistrement disait « il est partout et il est nulle part ». Oui, mais c'est Marilène qui a dit ça très joliment, c'est-à-dire que elle dit qu'elle parle là quand elle définit l'amour comme ça, c'est la définition de Dieu. Dieu et c'est un peu une définition de Dieu comme elle le donnait, c'est intéressant. Mais parce que il est partout dans les 12 maisons ou dans les 12 signes du zodiaque, et l'amitié c'est le 11e, et ensuite le 12e c'est l'âme, et l'âme quand elle revient à la maison. Elle revient à la maison du père, comme disait Germaine. Et bien, quand l'âme revient à la maison, elle est contente parce qu'elle retrouve sa place. Et donc, c'est l'amour spirituel dans la maison 12. Donc, on a bien, et dans la maison 10, c'est l'amour du collectif, de la société, etc. Et si on voyait tout avec des regards de l'amour, ça serait magnifique. Ça serait intéressant, ça, de faire un petit tour des maisons sous ce regard-là. Parce que la maison 1, ça peut être l'amour de soi qui se développe, la maison 2, l'amour du corps, la maison 3, l'amour de penser, d'interagir avec son entourage. Très intéressant. Bon, écoute, on a fait un joli tour d'horizon quand même, hein, malgré l'espace-temps. C'est tellement large et chacun apprend l'amour là où il doit l'apprendre, quoi. Mais la vie humaine est un cadre d'apprentissage de l'amour par la parentalité, l'accueil des enfants, par le couple. Et c'est pour ça qu'il y a tout le temps des formations de couple. Ils se font, ils se défont, mais ils se refont. Et par les groupes qui œuvrent ensemble, donc amis ou moins amis, parce que par exemple dans une entreprise, on n'est pas forcément amis, mais on est obligé de travailler ensemble. Alors là, ça éduque à l'amour aussi. Hein. Bien sûr. C'est pas si simple. Et donc la vie humaine est un grand laboratoire éducatif par l'amour et à l'amour. Et oui, d'où l'amour est un agent de la pédagogie de la vie. Ouais, tu vois. Et oui, non, mais c'est si vaste, c'est si vaste. C'était ambitieux comme sujet, mais c'est des beaux contours à aborder en tout cas. Eh bien, du coup, petite question rituelle de fin. Alors, aurais-tu envie, c'est une question qui est un peu intime, donc tu choisis d'y répondre ou pas, c'est toi qui sens. Est-ce que tu aurais envie de nous partager tes aspirations, soit personnelles, soit tes aspirations pour le monde? Ah, pour le monde. Pour le monde. Mais l'inspiration, c'est que les hommes vivent d'amour, que les humains, voilà, qu'on arrive à plus de compréhension et d'amour les uns pour les autres. Et surtout, je veux dire que au niveau politique, par exemple, on comprenne que quand on a des dissensions et quand on ne se comprend pas, c'est qu'on cherche à se comprendre et qu'on ne peut pas, un collectif humain ne peut pas évoluer sans une dualité, sans dynamisme. Donc, quand on pense qu'on peut éviter les conflits en politique, on est au bord de se laisser mener par n'importe qui. Et que donc les êtres humains, il faut que le problème de la démocratie, c'est un laboratoire d'apprentissage de l'amour par la confrontation. Et pas du tout par les gens qui vous disent moi j'ai la solution, on exclut telle catégorie de population et tout ira mieux. Ceux qui vous disent moi j'ai la solution parce qu'il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, c'est pas vrai. Et donc je dirais qu'on a le collectif humain en ce moment travaille l'amour et travailler par l'amour, par la confrontation. Et on ne grandit que par la confrontation. On revient à ce qu'on disait au début, tu vois. Oui, je dis qu'on veut qu'on accepte le dissensus et la confrontation comme des éléments de se laisser travailler par l'amour. C'est beau, et puis ça appuie cette idée de la démocratie avec cette séparation des pouvoirs qui crée
un équilibre en fait et une protection aimante finalement du corps politique. Oui, et puis il y a des groupes humains et c'est normal qu'on se mette en parti. Alors, on ne veut plus de parti, mais si on ne met plus de parti, il n'y a plus rien. Donc, je ne dis pas qu'il faut avancer par parti, mais il y a forcément des groupes qui sont en désaccord et c'est de ces désaccords que vont naître les amours futurs. Oui, ça me fait penser à toute la symbolique du carré aussi qu'on a en astrologie. Mais oui. Un carré, c'est l'axe de plus grande tension, mais c'est une tension est toujours une tension créatrice. Oui. Et donc, les confrontations démocratiques sont justes et on n'est pas obligé de sortir l'armée pour faire entendre raison, mais on parle. Magnifique. Et grand merci d'être venu, de nous avoir partagé ça. Et puis, à bientôt. Merci à toi de ta grande curiosité de vouloir partager ce que tu avec les autres et de faire connaître. Merci beaucoup de ce que tu fais. À toi. À bientôt. À bientôt. Quand les hommes vivront d'amour. Et bien voilà pour cet entretien autour de cette si vaste et insaisissable question de l'amour. J'espère que vous aurez pris plaisir à ce moment partagé en notre compagnie. Je remercie encore grandement Fanchon pour sa contribution humaine et astrologique. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous renvoie bien sûr à son ouvrage « L'amour au-delà de la rencontre » qui est disponible aux éditions Amalthée, ainsi qu'à nos futurs modules de perfectionnement astrologique sur cette même question. Vous pourrez ainsi découvrir de quel modèle d'amour vous avez hérité, mieux comprendre comment vous relationnez et pourquoi, mieux définir vos aspirations amoureuses et être soutenu dans votre évolution relationnelle. Et oui, l'astrologie permet tout cela. Comme toujours, si vous souhaitez soutenir la visibilité de ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de lui mettre 5 belles étoiles et de commenter au gré de vos élans ou questionnements. En attendant de se retrouver ici tout bientôt, je vous envoie les plus belles ondes d'amour possibles et imaginables et je vous souhaite un très beau chemin de conscience entre la terre et le ciel. À bientôt!